Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir Alain Soral. Alain Soral, bonjour à vous. Bonjour à tous. Chers auditeurs, vous le savez sûrement, Alain Soral revient tout juste de Corée du Nord où il a été invité par les autorités. Il a visité Pyongyang, la capitale, mais également la campagne nord-coréenne. Il revient avec des commentaires et analyses sur ce pays mystérieux dont le régime est probablement le plus diabolisé au monde. Chers auditeurs, nous allons en parler tout de suite, mais avant cela, sachez que je suis accompagné de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Alain Soral, beaucoup de gens ignoraient jusqu'au fait qu'on pouvait aller en Corée du Nord. Comment et pourquoi vous y êtes-vous rendu ? Alors au départ, comme je subis beaucoup de persécutions politiques dans mon pays, je m'amusais à faire allusion à la Corée du Nord, genre ici c'est encore pire que la Corée du Nord, jusqu'à un moment donné produire ce petit joke, c'est-à-dire que si on continue à me persécuter, puisque je prends des peines de prison ferme maintenant pour diffuser, et même pas réaliser, mais diffuser des dessins humoristiques, je disais en plaisantant que si ça continuait, j'allais demander l'asile politique à la Corée du Nord. Et à force de dire ça, j'ai été contacté par un Français qui est marié avec une Coréenne et qui m'a proposé de m'organiser le voyage en Corée du Nord. Comme moi, je suis un peu paresseux, je l'aurais pas fait par moi-même, mais comme lui s'est occupé des visas, parce que c'est pas facile d'avoir un visa pour la Corée du Nord. Hein. La Corée du Nord se méfie beaucoup des étrangers, et à juste titre. Et ben ici, à un moment donné, il m'a dit j'ai ton visa. Et là, je m'étais engagé banco. Moi, j'aime pas spécialement voyager et c'est loin, mais j'ai dit j'y vais. Et j'y suis allé au début sur une idée de je dirais plaisanterie, kitsch. Hein, c'est beaucoup mieux que ça. Et donc alors, qu'avez-vous vu ? Si je procède chronologiquement, parce que c'est comme ça qu'il faudrait procéder, d'abord j'ai pris l'avion jusqu'à Pékin. Donc je me suis retrouvé dans l'aéroport de Pékin, immense aéroport international avec toute cette modernité, ce mélange des races, ces looks dans de tous les styles, etc., qui correspond à notre monde. Hein, c'est la mondialisation, quoi, le mondialisme. Hein, c'est-à-dire des gens de toutes les couleurs, habillés n'importe comment, des tatoués, des cheveux teints, des gros, des maigres, beaucoup de bruit, beaucoup de mauvaise éducation. Bon, c'était notre situation, quoi. Ça pourrait être Roissy, ça pourrait être n'importe quoi. Et puis tout à coup, on prend un nouvel avion pour Pyongyang, parce que là, on change de dimension. Et là, je me suis dit je vais voir, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je monte dans cet avion c'était pas Air Corée, c'était Air China. Donc, je suis dans un avion, peut-être un Airbus ou un Boeing, mais chinois. Et qu'est-ce que je fais ? Quand on s'approche de la Corée du Nord par la mer, puisque on peut dire que c'est une presqu'île, hein, c'est une corne. Je me dis, je regarde par le hublot les paysages. Et je m'attendais, comme on nous montre beaucoup d'images de Pyongyang, la capitale, qui est quand même assez spectaculaire, je m'attendais, à cause de la propagande, à voir une campagne un peu désertique. Et là, le premier choc, c'est que je vois une campagne magnifique, c'est-à-dire verte, ondulante et surtout entièrement travaillée. C'est-à-dire que la moindre parcelle de terre est cultivée, beaucoup de riz et des petites parcelles. On est dans de l'agriculture classique, quoi. Et je trouve que c'est très beau, très beau. Après, on s'approche de l'aéroport, qui est un petit aéroport international moderne, mais pas très grand. Et là, l'immédiate sensation quand on s'approche, donc on voit les immeubles, les petites maisons, les trucs. C'est un sentiment de douceur et de calme qui me rappelle, premier souvenir qui me vient, la Suisse de mon enfance, puisque quand j'étais enfant, j'allais en vacances en Suisse. Et je trouve que le côté calme, très, très propre, très échelle humaine, me rappelle la Suisse. Donc là, on est très loin de l'idée qu'on nous vend de la Corée du Nord. Mais je dis sensation comme ça, que j'analyse pas spécialement. On atterrit. Donc là, il y a toujours le côté administratif. Hein. Alors, c'est des types en uniforme, évidemment, des Coréens, types assez petits, teint mat.
Alors pas plus antipathique, pas plus chiant, pas plus comment dirais-je, dur que toutes les douanes qu'il faut passer, parce que j'insiste là-dessus. On a beau être dans la mondialisation soi-disant et soi-disant le village monde, il y a une constante partout où on voyage. Enfin moi je suis allé partout. La douane c'est toujours hyper chiant et les comment dirais-je, les fonctionnaires des douanes sont toujours hyper antipathiques. On a toujours, alors qu'on est des touristes qui venons visiter des pays, on est toujours traités très mal. Hein. Et les Nord-Coréens sont plutôt, je dirais pas plus aimables, mais ne sont pas plus pénibles que les Chinois, que les Brésiliens, que les Algériens, que les Français, que les Russes. Hein. J'ai fait tous les pays. Donc il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas cette idée d'État policier avec une brutalité plus grande des forces de police, ce côté un peu comme dans le film la vie des autres, là, tu sais, le côté Allemagne de l'Est, Asie, il n'y a pas ça. C'est assez, je dirais pas cool, mais comme il y a peu de touristes qui viennent. Donc il y a une échelle beaucoup plus humaine, puisque par rapport à quand tu rentres en Chine, je sais pas si tu vois le nombre de guichets, des queues monumentales, c'est hyper déprimant. Tu sais, quand tu sais que tu vas te taper 1 heure de queue pour faire visionner ton visa par un mec qui fait la gueule. En plus, il te filme hein, maintenant. T'as vu systématiquement, c'est très dur hein, avec le soi-disant de terrorisme. On est fiché de A à Z. C'est assez orwellien et angoissant. Quand tu arrives à Pyongyang, comme il y a très peu de gens qui veulent y aller, il y a 3 guichets, tu vois ce que je veux dire, et 15 mecs, tu vois. Donc ça me rappelle un peu quand tu visites des petits pays de l'Est, tu vois, c'est côté échelle humaine. La Syrie aussi avait le côté j'avais trouvé le côté un peu sympathique, fonctionnaire débonnaire en Syrie, bizarrement. Tu vois, les 2 administrations que j'ai trouvées les plus cool de tous les pays que j'ai visités, c'est l'administration syrienne et l'administration nord-coréenne. C'est pour te dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans la propagande officielle. Bon, donc je rentre dans le pays et là immédiatement je suis pris en charge, parce que ça il faut le dire, une fois que tu es accepté en Corée du Nord, il n'est pas question que tu te balades comme ça. C'est un régime qui se méfie énormément du monde étranger et puis du monde capitaliste. Ils sont en guerre. Non seulement en guerre, puisque les Américains n'ont jamais en fait la paix avec eux, mais ils sont en guerre idéologique. Hein, c'est-à-dire que c'est un régime officiellement socialiste, et je dirais même, j'insiste bien, national-socialiste, de gauche, on y reviendra, qui résiste au mondialisme marchand. Donc tu te balades pas en Corée du Nord comme ça. Donc t'as un interprète, et nous on avait comme je suis Alain Soral et qui savait qui j'étais, on avait quelqu'un que je qualifierais pour rigoler de commissaire politique, mais qui était quelqu'un du ministère des Affaires étrangères et on avait à notre disposition un petit autocar chinois de 20 places avec un chauffeur. Donc un chauffeur a mis à disposition en permanence. Une interprète guide qui était une femme de 35 ans très très sympathique, très gentille et qui parlait un français parfait. Là, on a le côté pays socialiste, tu sais, comme il y avait les pays de l'Est, niveau d'éducation très élevé et toujours très bon en langue, tu sais. Ça se vérifie, russe, pays de l'Est, etc. Donc, il parle un français parfait. Poli, tu vois, et donc on monte dans ce petit autobus et il nous amène dans un premier temps à l'hôtel. Hein. Et là, il nous amène à un grand hôtel. Alors là, ils ont la culture du grand hôtel international là-bas, parce qu'en fait, ils espèrent avec ça un peu rassurer les étrangers. Et même moi, ça, je leur dis, vous savez, on n'en a rien à foutre des grands hôtels avec les normes, on va dire, américaines. Vous feriez des hôtels un peu traditionnel dans d'échelle plus petite, à limite on préférerait. Et la dame me dit oui, nous on a folklorique. Je dis non, pas folklorique, ça serait péjoratif, traditionnel. Alors donc on arrive dans un très grand hôtel et elle nous dit, parce qu'il y a toujours le commentaire, hôtel construit en telle année, construit en tant de temps, ils te disent toujours l'année, le temps que ça a mis et combien de fois le grand leader l'a visité. Hein, ça c'est la constante. Pour bien montrer qu'ils sont capables de travailler, que l'hôtel est récent. C'est-à-dire qu'il est construit dans les années 2000, 2010. Souvent, on croit que c'est des trucs des années 50-60, parce qu'il y a vraiment un charme des années 60 là-bas. Tu as l'impression que tu es dans les années 60, qui correspond chez nous aux 30 Glorieuses et à toute la nostalgie qu'on a de la France de De Gaulle, tu vois. Ils sont dans ce charme-là. Et donc, j'arrive dans ce grand hôtel, qui est un immense immeuble de 70 étages, là, et ils nous disent, construit en tant de temps, 1001 chambres. Tu vois, là, il y a 1001 chambres. Tu vois, ils ont ce côté...
qu'il y avait dans l'esthétique urbaine stalinienne, aussi chez l'urbanisme, tu sais, moderniste, même de Le Corbusier, tu sais, ce côté ville verticale, grands espaces verts et ville verticale, avec c'est aussi très asiatique, les tours, tu sais, les très hautes tours. Moi, ça, c'est pas mon truc. Mais eux, ils sont là-dedans pour la ville, tu sais, la fierté de faire des tours très hautes, en disant qu'ils ont un problème d'espace, ce qui fait qu'ils ont des tours très hautes et beaucoup d'espaces verts, des parcs, etc. Pyongyang, c'est une très belle ville, très agréable. À part la température, parce que j'y suis allé, comme tu le sais, là, c'est l'été pour eux, il fait chaud. Je recommande d'y aller au printemps et en automne. C'est un pays, je le rappelle, tempéré, qui a 4 saisons comme nous, un hiver assez froid, un été chaud, mais des demi-saisons, printemps et automne très agréable. Donc il y a l'aspect politique et l'aspect tourisme. Donc pour l'aspect tourisme, je vais vous dire, allez-y au printemps et en automne, parce que s'il avait fait doux, c'était le séjour parfait. Moi, j'aime pas la chaleur, j'ai eu un peu chaud. Voilà. Donc on arrive dans cet hôtel et là, on nous attribue nos chambres et c'est censé être un hôtel international de haut standing et c'est de la très bonne hôtellerie, très bon lit, etc. Mais il y a des trucs un peu rigolos, quoi, parce qu'ils essayent, comme ils font tout eux-mêmes. C'est un peuple de citoyens, soldats, terrassiers et ingénieurs. C'est-à-dire qu'ils font tout eux-mêmes. Donc ils te font un immeuble, on va dire à la américaine ou à la saigonaise, mais quand tu regardes un peu de près, tu vois que c'est fait à la main. Donc c'est à côté, c'est un petit charme un peu qui peut faire penser aussi aux pays de l'Est. Donc c'est pas du niveau de perfection, on va dire, de notre hôtellerie groupe Accor de haut niveau. Mais on s'en fout, tu vois, le lit est bon, il y a de l'eau chaude et de l'eau froide, la douche marche bien, il y a un frigo dans la chambre, il est vide, parce que ça c'est à toi de le remplir. N'oublie pas que c'est un pays sous embargo, Donc ils ont des problèmes avec le café, avec le sucre. Ils sont très parcimonieux sur ces produits-là. Et ils souhaitent que tu les achètes toi-même parce que ça leur fait rentrer des devises en euros et ils te le vendent assez cher. Mais bon, on peut pas leur reprocher. T'es quand même un touriste et t'es quand même là. S'ils peuvent te prendre quelques euros, ils en sont contents. Voilà. Donc, je me retrouve à l'hôtel, je pose mes bagages et après, c'est le côté asiate, le planning de la semaine, tu sais. Et là, le planning super chargé, parce que moi, je suis venu en voyage d'études et je suis censé tout voir. Donc, c'est levé à 7 heures du matin, 8 heures départ dans le petit autocar avec le chauffeur qui s'appelle Kim. Presque tout le monde s'appelle Kim là-bas, c'est comme Dupont. Chauffeur très sympathique, comme tout le monde. Il a fait 3 ans de service militaire, parfaitement éduqué. Au service militaire, il est devenu chauffeur de poids lourds ou de véhicules longs, parce que là-bas, à l'armée, tout le monde apprend quelque chose. Et c'est la constante des Nord-Coréens, très bien élevé, charmant. C'est le peuple le mieux éduqué que j'ai jamais vu. C'est pas. Si tu veux, pour moi, la Corée du Nord, je veux dire, comme pays socialiste, c'est l'inverse absolu de ce que j'ai vu en Algérie, quoi. L'Algérie, c'est pour moi l'échec total du socialisme. La Corée du Nord, c'est la réussite totale du socialisme. Il faudra expliquer pourquoi. À mon avis, il y a une question de dirigeants, il y a une question de peuple aussi. Donc, on est dans une ambiance rythmée et très sympathique. Et alors, j'ai vu dans les vidéos que vous avez rapportées que les rues sont peuplées. Oui, alors déjà, pour prouver tout ce que je dis là, j'ai ramené 5 heures de rush. J'ai eu l'autorisation, moi, parce que je suis Alain Soral, et qu'ils ont vu que j'étais un peu au régime dictatorial français, ce qu'est la Corée du Nord, à l'ONU. C'est-à-dire je suis un persécuté. Ils avaient un respect pour parce qu'ils étudient qui tu es. Quand tu arrives, là il y a le côté efficace d'un régime qui est menacé de l'extérieur. Ils font le boulot, c'est-à-dire qu'ils savaient parfaitement qui j'étais, et donc ils avaient un certain respect pour moi. Donc moi j'ai eu l'autorisation d'aller pratiquement là où personne n'a le droit d'aller, dans les hôpitaux, à la piscine, visiter des gens dans leur appartement, aller à 180 bornes dans la campagne profonde en me baladant, et j'ai eu le droit de filmer librement. Ce qui normalement, d'ailleurs parfois les militaires disaient non, ne filmez pas, et l'interprète et notre commissaire politique disaient il a le droit de filmer. Et alors ce qui est bien dans ce pays, c'est qu'ils ont tous un petit pins, tu sais, sur la poche, qui correspond en fait à leur position dans la société. Donc c'est automatique et très discret. Donc tu as le pins de base qu'ont tous, qui sont les portraits des deux grands leaders, parce que le nouveau grand leader a compris. Il est un peu sorti du culte de la personnalité. Il essaie alors le peuple a une demande parce que c'est leur culture, et lui essaye de le moins possible de mettre sa photo partout. Sinon, tu as les photos partout des 2 grands leaders. Et là, c'est de l'iconographie. Il n'est pas question de plaisanter là-dessus.
C'est leur religion, c'est ça. Leur religion, c'est l'État socialiste et national coréen, et ceux qui ont permis à cet État d'émerger malgré l'hostilité japonaise puis américaine, et eux sont sacrés. Il y a une sacralité des dirigeants coréens et de la nation coréenne et du peuple coréen. Et comme je réfléchissais, ça correspond chez nous à l'idéologie de la Shoah. À part que cette idéologie chez eux est positive, puisque ça rend fier d'être patriote et ça unit les citoyens, alors que chez nous, la Shoah, c'est le contraire. Alors justement, je vous posais la question par rapport à ces rues de Pyongyang qui étaient peuplées, parce qu'on a l'impression dans l'imaginaire, à cause de la propagande sur la Corée du Nord, que c'est un pays dont les rues sont vides, et où les gens sont obligés notamment ils ont des coiffures imposées, soi-disant. Tout est faux. T'as vu, j'ai filmé un coiffeur avec les choix de coiffure, avec les prix. On l'a filmé, donc tu as un tableau avec les différentes coiffures proposées. Donc c'est faux. Par contre, les Coréens, comme les Asiatiques, il y a une unité raciale qui est évidente. C'est-à-dire que de toute façon, ils ont tous la même nature de cheveux. Il n'y a pas de roux, de cheveux frisés, etc. Donc effectivement, ils ont tendanciellement tous un peu la même coupe de cheveux, parce qu'il n'y a pas de hippies et de mecs à cheveux longs là-bas. Ils ont tous une coupe, tu sais, la nuque un peu rase et le cheveu raide et noir. Donc ils sont simplement coiffés normalement. Et comme ils ont tous la même nature de cheveux, tu peux avoir l'idée effectivement qu'ils ont un peu tous la même coiffure, mais comme j'ai pu le vérifier, et je l'ai filmé avec mon camarade, tout ce qu'on raconte sur la Corée du Nord, c'est des conneries. Il y a du monde plein les rues. Alors évidemment, certains touristes qui ont fait le circuit nord-coréen, pas comme je l'ai fait moi, comme ils sont totalement séparés de la population parce que le régime se méfie de la contamination par les touristes occidentaux, parce que il s'agit vraiment d'une contamination. Parce que quand je regarde la Corée du Nord, tout ce qui va pas chez nous, ça n'existe pas chez eux. Donc ils ont, à mon avis, donc ils se séparent. Donc en fait, les gens qui visitent la Corée du Nord, les occidentaux normaux, les abrutis, on les sépare totalement de la population. Donc effectivement, ils voient pas grand-chose. Ils vont dans des restaurants réservés pour eux. Donc où ils sont les seuls. Et comme il y a embargo, il n'y a pas grand monde, parce qu'il y a eu un effondrement, je crois, de 70% du tourisme depuis l'embargo récent. Donc effectivement, ils disent il n'y a personne dans les restaurants. Bien sûr, c'est des restaurants qui leur sont réservés en étage, où ils bouffent pas tout à fait la même bouffe que les locaux, et d'ailleurs une bouffe moins bonne, puisque moi j'ai eu le droit de bouffer dans les restos locaux, avec les gens. Et là, tu arrives dans un resto, les gens sont là, t'as des femmes seules ou des femmes ensemble qui picolent, t'as des mecs qui ricanent, et la nourriture, c'est ça qui est amusant, est meilleure que la nourriture pour les touristes. Parce qu'il y a vraiment l'idée en Corée du Nord que le citoyen coréen passe avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre on donne de la bonne bouffe aux touristes et on fait bouffer de la merde aux Coréens. Ça serait plutôt l'inverse, tu vois. Et donc effectivement les cons qui vont en Corée du Nord comme des cons, effectivement comme on les sépare de la population, ils voient pas grand chose. Ils ont une impression de village Potemkin. Ouais, et puis surtout ils mentent parce que effectivement si tu te balades à 6h du matin, il y a personne. Mais moi je peux te garantir, j'ai ramené des images que c'est bourré de monde. Et alors, ce qui saute aux yeux, c'est que tu as beaucoup de groupes, puisque effectivement, c'est le côté socialiste et en plus asiatique, c'est que c'est la vie, je dirais la vie collective. Mais attention, c'est la vie collective avec le primat de la cellule familiale. C'est-à-dire que c'est là où c'est pas du marxisme-léninisme, tu sais, du passé faisons table rase, c'est-à-dire le socialisme collectiviste contre la tradition, c'est-à-dire la famille, la séparation des sexes, etc., etc. C'est un régime, ça s'appelle le Juche, qui est un post-marxisme-léninisme, qui fait d'ailleurs que certains textes de Marx et certains textes marxistes-léninistes sont interdits en Corée parce qu'ils ont continué à faire le travail critique et prolonger le travail dialectique sur le socialisme. Là-bas, le primat, c'est la cellule familiale et la différence des sexes. Il y a l'homme, la femme. Les hommes sont l'idéal de l'homme, c'est le héros militaire et le travailleur et l'ingénieur, parce que c'est un peuple technicien qui vit en autarcie et qui a peu de matières premières, donc ils font l'apologie et ils mettent tous sur la technique et la science, c'est-à-dire que le plus respecté, c'est d'ailleurs les gens que je suis allé voir dans leur appartement, c'est professeurs à Polytechnique, tu vois. C'est un peuple qui sait tout faire. Ils font des missiles, tu vois. Ils les achètent pas, tu vois. Donc c'est un peuple l'homme est un citoyen soldat dont l'idéal est le héros national et d'un nationalisme défensif. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux dans ce pays, c'est que c'est un national-socialisme, mais sans la dimension, je dirais, arrogante et raciale du nationalisme allemand, et sans la dimension de soumission du socialisme soviétique qui consistait à botter le cul aux Polonais, aux Hongrois, et qui était donc imposé de l'extérieur par des étrangers
Hein, c'est-à-dire que c'est un socialisme national et d'émancipation. Hein, ça change tout. Hein, c'est-à-dire que c'est un national-socialisme de gauche qui est exactement ce que je dis de l'idéal de R, gauche du travail, droite des valeurs. Tu vois. Donc on a dans la rue des hommes soit en uniforme, soit des hommes en tenue de travail et ils ont un look années 60, tu vois, en général chemisette parce qu'il fait chaud, blanche, la couleur de la Corée qui s'appelle le pays du matin calme. Je crois que c'est ça comment ils appellent eux-mêmes la Corée, le pays du matin calme. Et leur couleur de référence, c'est le blanc. Tu vois, c'est pas le noir, le vert, kaki, etc. Donc tu vois beaucoup d'hommes en chemisette blanche et pantalon, qui ont un peu un style années 60, c'est-à-dire sans vulgarité. Il n'y a pas un mec tatoué, pas un mec à cheveux longs, personne n'a les cheveux teints, pas de piercing, tu vois. Alors évidemment, je te dis, on peut aller plus loin. Pas de publicité, c'est interdit comme pollution visuelle. Pas de rap, évidemment, pas d'immigration, pas de délinquance, pas de tag. Enfin, je veux dire, tout ce dont on rêve, tu vois, tout ce qui rend la vie insupportable ici, eux, ils ne l'ont pas. Donc tu vois des groupes de gens marcher, en général souriants. Alors c'est soit des enfants qui vont à l'école ou qui se déplacent parce que ils ont des équipements collectifs, donc ils bougent. On en reparlera tout à l'heure, les incroyables équipements collectifs qu'ils ont pour le sport et les loisirs. Donc les petites filles et les petits garçons sont habillés en uniforme, tu sais, d'école, c'est-à-dire petits pantalon, chemise blanche et petite cravate, et les filles aussi, c'est hyper mignon. Tu vois, petite jupe plissée, chemise blanche et petite cravate rouge, tu vois. Alors enfants super bien élevés. Tu leur fais des signes de la main, ils te répondent tous en te faisant un petit signe de la main en ricanant. Tu vois, joyeux. Donc tu vois des groupes qui marchent dans tous les sens, en uniforme. Et alors au début, je me baladais en bus et je vois des femmes sur le trottoir qui étaient habillées un peu style années 40 chez nous, c'est-à-dire à l'occidental années 40. C'est des jupes, des tailleurs. Et je dis à mon guide, il y a un mariage, tu vois, parce que pour moi, ça correspond à des gens qui sont habillés pour aller à un mariage. Et puis il me regarde interloqué, puis au bout d'un moment, j'en vois 10, puis après j'en vois 100, puis j'en vois 300 qui marchent comme ça. Et il me dit non, c'est comme ça. Donc en fait, les femmes nord-coréennes, dont la moyenne, à mon avis, c'est 25-35 ans, tu vois, c'est la classe d'âge la plus nombreuse, c'est 25-35 ans. Ils ont une mode féminine, avec des bureaux de stylisme, et ils produisent une mode féminine au choix, donc les femmes sont habillées, il y a une diversité, mais c'est que des jupes et des robes. Les seuls en pantalon, ce sont les femmes militaires, et c'est très joli, ça fait penser à la mode française de la fin des années 40, tu vois. Et je le dis, les nord-coréennes sont très belles, elles sont bien plus belles que les chinoises, qui ont les fesses plates et pas de chute de rein, tu vois. La nord-coréenne, c'est un petit modèle avec des jolies formes et souriantes. Elles sont belles. C'est pas pour rien que quand les Japonais les ont envahis, ils ont voulu faire de la Corée le bordel pour le bordel, le BMC, là, bordel militaire de campagne. Le vrai drame des Nord-Coréens, c'est qu'ils ont contraint la prostitution forcée. Les Japonais ont contraint la prostitution forcée les Coréens. Donc il y a une détestation des Nord-Coréens pour les Japonais, hein. Ils s'en souviennent, hein. Et ça aussi, ça joue, c'est que c'est un peuple qui a été martyrisé. C'est d'abord un peuple qui a été dans la féodalité typique asiatique, très dure, tu sais, et qui s'est sorti de ça avec l'accession à la modernité. Mais c'est aussi un peuple qui a été humilié, écrasé par les Japonais, comme les Chinois de Mandchourie, qui s'est révolté et qui s'est libéré de la domination japonaise. Donc ça fait un premier sursaut, tu sais, nationaliste de résistance et de combat. Et immédiatement après, puisqu'ils ont obtenu leur émancipation, leur libération en 45, en 48, ils ont fondé leur république socialiste. Et dès 50, les Américains leur sont tombés sur la gueule. La guerre de Corée, c'est 1,5 million de morts, hein, je crois. Et ils ont battu aussi, c'est important, ils ont vaincu militairement les Américains. C'est-à-dire que c'est un peuple très fier. C'est-à-dire qu'ils se sont libérés d'une tradition féodale. Donc ils sont attachés à leur tradition culturelle, mais ils sont pas dans la nostalgie au contraire du féodalisme, tu vois. Ils sont attachés à la modernité. Ils se sont libérés de l'oppression japonaise et ils ont vaincu militairement les Américains. Donc c'est pour ça qu'ils ont ce côté nationaliste, on va dire défensif, et sûr d'eux-mêmes, je dirais. Sûr d'eux-mêmes, mais pas dominateur. C'est ça qui est bien. Il y a côté à la fois, ils sont patriotes, éduqués, respectueux, fiers et humbles. Tu vois, c'est vraiment
je dirais, les gens les mieux élevés que j'ai vus de ma vie comme peuple. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper reposant, tu vois. Et je te dis, je faisais l'effort. Toi, moi, j'avais une voiture de fonction parce que quand tu es dans un petit autocar comme moi, il voit très bien que c'est des officiels et il voit un type chauve aux yeux bleus qui fait une tête de plus qu'eux, puisque le standard, la taille moyenne du coréen, c'est plutôt 1m70. Pour eux, j'ai une tête d'Américain, tu vois, donc ils pourraient être hostiles, tu vois. Alors je m'amusais à les saluer comme ça de la main, tu sais, je suis dans une voiture et je salue, tu sais, comme fait le président. Tous les mecs me rendent mon salut en souriant, les militaires qui travaillent sur les chantiers, parce que c'est une armée comme c'est un peuple de soldats, tu vois, mais les soldats bossent. C'est-à-dire que souvent, tu as des petits chantiers, ils n'arrêtent pas de réparer, tu sais, donc tu as des tas de petits chantiers faits à la main, parce qu'ils ont comme ils ont un gros problème d'embargo et d'énergie, ils ont un gros problème de pétrole, et ils ont des tas de petits chantiers à la main, faits par des militaires qui ont tombé la veste, tu sais, en t-shirt ou torse nu. Fait penser un peu à des images du relèvement de l'Allemagne après après la République de Weimar, tu vois. Donc ils sont en pantalon militaire et en débardeur. Et alors par exemple, je regardais à un moment donné, ils travaillent ils font des, comment dirais-je, d'une espèce de ciment, parce qu'ils ont pas, par exemple, ils ont pas de goudron. Donc les routes sont un peu tape-cul parce qu'en fait elles sont en ciment. C'est triste parce que elles sont très belles, très larges, très bien entretenues, mais le ciment c'est pas le goudron, ça tape le cul, tu vois. Donc ils ont un problème de route, tu vois. Et alors tu vois les types, ils sont en train de boucher des trous sur la route parce qu'ils ont aussi un problème d'hiver assez dur. Il peut faire très froid en hiver jusqu'à -15, et il y a les périodes de pluie. Donc ils ont, comme en Russie, tu sais, les intempéries violentes qui fait que ça abîme beaucoup les infrastructures, notamment ce que nous on peut pas comprendre dans notre pays hyper tempéré. Toi, les routes, il faut tout le temps les réparer. Donc, tu as toujours des petits chantiers, des groupes de mecs en train de réparer la route. Et par exemple, comme ils font du mortier, là, tu vois, tu as un type qui pousse une pelle. Et comme il n'y a pas de très peu de mécanisation parce qu'ils économisent l'énergie, tu as deux mecs en face de la pelle où la pelle est accrochée avec des cordes. Et pendant que le mec pousse la pelle, il y en a deux autres qui tirent les cordes. Comme ça te fait une pelleteuse, tu vois. C'est trois mecs qui agissent musculairement sur une pelle. Toi, ce côté très industrieux des Asiates, tu vois. Il y a ce côté asiatique qui fait que tout est très propre. Les mecs, par exemple, je suis rentré à Paris là, Pyongyang c'est bien plus propre que Paris, c'est-à-dire que en permanence t'as comme aussi c'est un régime socialiste de plein emploi, il y a pas de chômage, tout le monde bosse, mais tout le monde fait pas grand-chose forcément, tu vois. Donc ils travaillent de façon un peu débonnaire, mais t'as tout le temps 2-3 mecs en train de couper les petits morceaux de pelouse qui dépassent, d'enlever les mauvaises herbes sur les trottoirs, tu sais, parce que les mauvaises herbes repousseraient, tu vois. Tous les bas des arbres sont peints en blanc, tu sais, c'est incroyablement impeccable. T'as pas un mégot. À un moment donné, il y a le mec qui m'accompagnait qui fumait clope sur clope. Ça, c'est typique l'occidental dépressif, tu vois. Là-bas, ils fument, mais récréativement, parfois avec des fumes-cigarettes, tu vois. Je pense que là-bas, il n'y a pas de dépressif tellement. Il doit y avoir un très très faible taux de suicide, ou à mon avis suicide peut-être pour des questions de désespoir amoureux, plutôt désespoir amoureux, je vois ça comme cause, et à mon avis il n'y a pas de psychanalyste, tu vois, et il n'y a pas non plus à mon avis tous ces trucs que nous ont vendés une certaine communauté, tu sais, qui n'existent pas chez eux, tu vois. Et tout ça sans police. Et oui, alors très important, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'étonne. Par exemple, là, à Paris, là, je suis rentré, j'entends des sirènes de police. Je n'ai jamais entendu une sirène de police à Pyongyang et je n'ai jamais vu un quart de flic. L'armée est présente partout, puisque c'est un peuple de citoyens militaires. Donc l'armée est présente partout, mais c'est la population elle-même qui est l'armée. C'est pas l'armée algérienne qui surveille le peuple, tu vois, comme j'ai vu en Algérie, et qui fout rien. Là, c'est des citoyens en armes qui travaillent, tu vois. Je te raconterai une anecdote parce que j'ai eu le droit de visiter les studios de dessin animé, puisque aussi les Coréens du Nord ont les plus gros studios de dessin animé du monde après ou avant les Américains. Je crois qu'ils m'ont montré que leur studio était le plus grand du monde. Ils sont très fiers du côté plus grand d'eux, tu vois. Ils font des trucs gigantesques. Hein. Et je n'ai jamais entendu une sirène de police, je n'ai jamais vu un quart de flic. Et Pyongyang, j'ai bougé. Hein. Les seuls flics que j'ai vus, c'est presque souvent des femmes. Ils font la circulation, tu sais, comme les flics italiens, c'est dans les films néo-réalistes, tu sais. Ils ont un uniforme blanc avec des gants bleus. Enfin, tu vois, ils adorent les uniformes chatoyants. Et ils font, tu sais, des gestes dans la rue. Et il y a très peu de bagnoles, effectivement. Mais pareil, il y a très peu de bagnoles, il y en a. Il y a même à un moment donné les heures de pointe où on n'est pas à la limite de l'embouteillage, mais tu vois, ça circule. Et surtout, il y a des compagnies de taxis.
Alors j'ai vu des taxis, j'étais étonné, il y a 7 compagnies de taxis à Pyongyang. Donc on n'est pas dans la collectivisation et le socialisme intégral. Il n'y a pas d'appartement communautaire où on oblige les gens, tu sais, des familles à se mélanger, à se croiser aux chiottes, comme on nous montrait l'URSS ou les pays de l'Est. Hein. C'est pas l'Albanie. Hein. J'ai visité un appartement d'un couple dont le mari était professeur d'université. Donc c'est de l'élite, hein, quand même. Hein. Mais voilà, c'est des appartements familiaux. Il n'y a pas le côté socialisme pays de l'Est ou socialisme soviétique. Ils ont vraiment le juche, là, leur idéologie. Au début, on rigole, on dit juche, tu sais, ils auraient produit une idéologie. Alors ça nous fait marrer, c'est exotique. En fait, j'ai regardé, c'est très intéressant parce que ça correspond beaucoup à gauche du travail, droite des valeurs. C'est une synthèse du marxisme-léninisme et de la tradition et des spécificités, on va dire, asiatiques et nord-coréennes, et surtout qui a étudié les échecs de l'URSS, la mutation chinoise, tu vois. Et donc c'est très pratique. C'est très pragmatique et ça fonctionne. Le mot qu'on pourrait dire, c'est que c'est un pays qui fonctionne intégralement. Je n'ai pas vu de dysfonctionnement, tu vois. C'est un pays qui vit sous embargo, donc qui a des problèmes d'énergie, hein, donc ils sont dans une forme de, je dirais pas de précarité, non, mais de frugalité, tu vois, un peu ils sont obligés de gérer l'énergie. Par exemple, l'idée, par exemple, qu'ils pourraient pas s'éclairer est une escroquerie. Si tu regardes le soir, tous les immeubles sont allumés, mais ils ont des ampoules basse tension. Et dans les immeubles, tu as un tableau parce que c'est un peu l'idée de la vertu socialiste, avec des graphiques. Alors j'ai demandé qu'est-ce que c'était que ces graphiques. C'est pour le palmarès de ceux qui respectent le mieux les économies d'énergie. Et là, c'est pareil, c'est un pays écologiste. Hein, les écologistes, là, eux, ils roulent à vélo, ils trient les ordures. Et alors, les écologistes français pourraient prendre des leçons en Corée du Nord. Tu vois, là-bas, c'est un peuple écologiste, mais c'est des nationaux socialistes écologistes. Tu me diras, pour ceux qui ont un peu de culture, l'écologie est une invention de l'Allemagne hitlérienne et de la révolution et on va dire de l'idéologie révolutionnaire conservatrice. Ça aussi, les cons de français de gauche le savent pas. Mais ils s'éclairent tous. Simplement, comme ils ont les problèmes d'énergie, ils ont l'autodiscipline d'éteindre les lumières quand ils sortent d'une pièce, et ils ont des ampoules basse tension, ce qui fait que c'est un peu éclairé de manière un peu moins lumineuse que chez nous. Mais ils sont pas dans le noir, tu vois. Ça aussi, c'est un mensonge total. Il n'y a pas de pénurie, tu vois, à Pyongyang. Ils mangent bien. Ils mangent même, quand nous, on était au resto, tu vois, ils te servent plein de plats. On les finit jamais, tu vois. Il y a même du gâchis, tu vois. Parce que c'est le repas asiatique, ils t'amènent des tas de petites assiettes, tu vois. Donc, tu jettes la moitié à chaque fois, hein. C'est pas du tout un pays de pénurie. Bon, sur la bouffe, je vous vendrai pas qu'il faut aller en Corée du Nord pour la nourriture, hein. Quand t'es français, t'as pas à apprendre grand-chose de la nourriture nord-coréenne, mais il y a un truc sur 2 de très mangeable, hein, pour moi. Le reste, des fois, c'est un peu bizarre. Et alors, ce qu'ils connaissent pas du tout, c'est le petit déjeuner, ce qu'on appelle continental. Ils veulent te faire bouffer des saucisses au petit déjeuner, des trucs comme ça. Donc nous, on a essayé d'avoir du café et des tartines, et ils sont arrivés à nous en fournir. Parce que là, ce qui est assez marrant, tu vois, c'est que ils sont assez orgueilleux. Donc moi, je critiquais, tu vois, forcément, notamment l'hôtel. Je leur dis, si vous voulez, au lieu de faire des hôtels en essayant de vous aligner sur les standards de Singapour ou du groupe Hilton, faites plutôt de la petite hôtellerie traditionnelle. Nous, ce qui nous fascine chez vous, c'est plutôt, au niveau esthétique, c'est le traditionnel. Parce que l'esthétique de la modernité asiatique, c'est sans doute la plus grosse laideur, et ils sont touchés par ça. Tu sais, le truc, ça me rappelle, tu sais, l'art sacré des années 70, tu sais, quand tu regardes les boutiques à Saint-Sulpice, là, ils ont leur conception de l'esthétique moderne est pas très belle. C'est pour ça que quand ils sont dans le nationalisme dur, un peu, qu'on va dire néo-stalinien, c'est beaucoup plus beau. Moi, ce que j'aime, leur musée de la guerre est d'une beauté à te couper le souffle. Le truc le plus beau que j'ai vu de ma vie, c'est leur musée de la guerre. C'est immense et c'est génial, tu vois. Mais leur hôtel façon hôtel de Singapour moderne, au niveau déco, c'est typiquement le côté un peu cheap asiate, mais que tu trouves en Chine, etc. Et oui, et je leur dis, oui, puis vous voyez, je dis au niveau du standard, vous n'êtes pas tout à fait au niveau du standard, par exemple du groupe Accor, etc. Parce que je leur disais, parce que tu sais, ils sont un peu dans la compétition, ils aiment exceller partout. Et j'ai voyé, par exemple, ce panneau là, il est de travers. Tu vois, légèrement, tu sais, il n'était pas tout à fait droit. Et alors c'est normal parce que c'est eux-mêmes qui construisent tout, tu vois. Et le lendemain, je reviens, il était droit. Donc je pense que la meuf, l'interprète, elle a dû rendre compte
parce qu'elle devait être débriefée, tu vois. Monsieur Soral nous a fait remarquer que c'était de travers. Le lendemain, ils ont envoyé une petite main redresser le panneau, tu vois. Il s'est pas redressé tout seul, tu vois. Et ça, j'adore, tu vois. Ils ont un côté fierté, perfectionniste. Quand tu leur fais une remarque, alors moi je suis assez rentre dedans. Alors j'ai compris qu'il fallait pas plaisanter sur Kim 1, Kim 2 et Kim 3. Hein. Là, ils ont pas d'humour. Hein. Mais par contre sur le reste, je les vanne. Je leur dis ça c'est chinois par exemple. Tu veux les emmerder, ça c'est chinois. Ils disent, non, c'est nord-coréen. Enfin ils disent pas nord-coréen, ils disent coréen. Parce qu'eux ils sont pas nord-coréens, ils sont coréens. Ils sont pour la réunification. Et en fait, on ne devrait pas dire la Corée du Nord, on devrait dire la République populaire de Corée. Voilà, de Corée plutôt. Mais nord-coréen, ça fait peur, j'aime bien. Mais c'est pour nous, ça, c'est notre côté snob. J'ai été en Corée du Nord, tu sais, il y a le côté nord. Mais en fait, ils aiment pas, eux, qu'on les appelle les Nord-Coréens. Ils sont coréens, ils sont pour la réunification et ils se sentent vraiment très proches des Sud-Coréens. Pour eux, les Sud-Coréens subissent une occupation américaine. Et le rêve des Sud-Coréens et des Nord-Coréens, c'est de se réunir. Hein. C'est leur vrai projet, empêché par les Américains. Ils veulent se réunir avec les deux régimes. Hein. C'est-à-dire les Nord-Coréens resteraient sur un régime socialiste, les Sud-Coréens un peu différents, mais ils feraient une fédération de Corée. Leur projet, c'est ça. C'est une réunification fédérale. Voilà. Donc il n'y a pas d'hostilité à la Corée du Sud. Hein. Ils sont... D'ailleurs, étrangement... Les touristes que j'ai vus là-bas étaient souvent des Américains et des Anglais. Donc ils ont des touristes américains et ils n'ont pas de haine pour les... C'est leur côté bien élevé, ils n'ont pas de haine pour les gens. Ils ont sans doute une très grande colère contre le régime, ceux qui leur imposent l'embargo. Notamment quand je leur parle au niveau des médicaments, tu vois, ils disent on sait qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement en médicaments, même s'ils sont dans une logique d'autonomie, hein, donc ils fabriquent tout eux-mêmes, mais ils ont des problèmes de matières premières parfois pour fabriquer. Je leur disais pourquoi vous faites pas vous-même la pénicilline? Ils disent bon, on sait tout faire, mais on a des problèmes, c'est que des fois il y a des matières premières qu'on n'a pas, parce qu'ils me disent on est un pays. C'est un peu comme quand on parlait chez nous on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ils ont peu de matières premières, ils ont du charbon. Mais c'est le contraire de l'Algérie, si tu veux. L'Algérie, ils foutent rien, mais ils ont la manne gazière et pétrolière. Eux, ils n'ont rien, mais c'est un peuple industrieux, travailleur et fier, et ils transforment tout. Mais l'embargo, en fait, ce qui fait que ce pays n'est pas tout à fait le paradis, c'est l'embargo. Hein. Donc ils ont cette colère contre l'embargo américain, mais ils sont pas anti-américains au sens, tu vois, les Américains qui se baladent, ça se voit, ils parlent avec l'accent, ils ont ce physique. Il y a aucune, tu vois pas un mec qui les regarderait mal ou qui cracherait par terre. D'ailleurs, j'ai jamais vu un mec cracher là-bas. Si, une fois, j'ai vu une femme cracher. Je me suis dit tiens, bizarre, elle doit avoir un problème parce que c'est pas le genre, il y a pas de chewing-gum par terre et ça crache pas, tu vois. Ils n'ont pas de violence et de méchanceté parce qu'ils sont très très bien élevés, tu vois. Il y a vraiment un truc. Que nous, on pourrait appeler de l'endoctrinement, mais en fait, ils sont pris dès la naissance. Ils sont éduqués dans la fierté nationale. Dans le juche, c'est l'idée que l'homme peut tout faire par lui-même avec sa volonté. Donc, ils sont élevés, réellement, tu vois, au sens élevé. Hein. Ils sont pas dans le... il y a la pudeur asiatique. Oui, ils sont pudiques. Mais il y a la différence des sexes. C'est-à-dire que moi, je n'arrête pas de vanner sur le cul. Je n'arrête pas de dire que les filles sont belles, etc. Ça les fait rigoler. Il n'y a pas le côté, musulman par exemple. Tu vois, il n'y a pas de religion là-bas. Hein. Le seul reste de religion qu'il y a, c'est le bouddhisme, et ils entretiennent les temples et les moines. Tu vois ce que je veux dire? J'ai visité le plus grand temple bouddhiste. J'ai parlé avec le moine qui gardait le temple. Ils ont le respect de la tradition et ils te disent qu'on peut articuler le bouddhisme sur le juche, tu vois ce que je veux dire, que c'est pas antinomique, ce qui est d'ailleurs assez logique, tu vois. Donc il n'y a pas d'interdit, c'est-à-dire que moi je leur ai dit est-ce que je peux tomber amoureuse d'une Nord-Coréenne? Ils m'ont dit oui, c'est possible. Par contre, je suis pas sûr, compte tenu de leur niveau de fierté nationale, que mon style racial les fascine, tu vois. Les filles sont très très bien élevées, très souriantes, mais j'ai pas senti de séduction, tu vois, il n'y a pas le côté qu'on découvre et qui fait que je déteste le tourisme nord-sud, où tu sens à chaque fois la pauvre qui essaye de te draguer parce que tu représentes, toi t'es le toubab ou le dollar, tu vois, c'est pas la Thaïlande, tu vois. Moi j'ai jamais voulu y foutre les pieds en Thaïlande parce que tout ce tourisme sexuel me dégoûte. J'ai pas voulu retourner à Cuba après la période spéciale à cause de la prostitution. Il n'y a pas de prostitution en Corée du Nord et les Coréennes sont très polies et très mignonnes, mais elles te draguent pas, tu vois ce que je veux dire.
Et d'ailleurs, ça m'est pas venu à l'idée. Tu vois, j'ai fait une cure j'ai fait une cure de vertu pendant une semaine, tu vois. Et j'ai renoué avec ma jeunesse moi, j'étais enfant dans les années 60 à Meudon-la-Forêt, cité dortoir dessinée par Pouillon, qui est parti après rejoindre la jeune République socialiste algérienne, tu vois. Et ça m'a rappelé mon enfance. L'enfance, tu vois, la France de l'économie mixte et du partage du pouvoir par De Gaulle et les communistes des années 60, tu vois. Il y avait ce côté tradition, fierté nationale, socialisme et collectivisme, mais pas collectivisme hystérique et doctrinal. Voilà, alors justement, le travail, comment ça se passe en Corée du Nord? Pour qui les gens travaillent-ils? Quel temps de travail? Et est-ce qu'il y a du chômage? Est-ce que la notion existe? Alors, c'est un pays de plein emploi, puisque c'est un pays socialiste. J'ai posé toutes les questions, évidemment. C'est un pays socialiste, donc de plein emploi. Donc, il y a des tas de petits boulots. Effectivement, c'est vrai que tout le monde travaille, ça faire des petits trucs parfois, tu vois. J'avais vu ça à l'époque en Chine aussi. C'est l'avantage des pays socialistes, tu vois, c'est que les gens font pas forcément un travail très je dirais stakhanoviste, parce que justement il n'y a pas ce côté capitaliste où on essaie de faire le maximum de boulot au minimum de gens, qui fait que nous on est une société d'hyper travail et de chômage. Tout le monde travaille, mais le travail est assez cool de ce point de vue-là. Donc l'État est propriétaire de tout, bien évidemment, alors il y a gratuité totale de l'éducation, de la médecine et des logements. Il n'y a pas de loyer à payer. Et il y a du salaire, j'ai demandé, donc c'est du salaire, mais un salaire de base qui est à peu près le même pour tous. Et après, il y a des primes en fonction de ce que tu apportes à la société ou de ce que tu veux faire en plus que ton travail de base. Donc il y a la possibilité de pas bosser beaucoup ou de bosser plus pour des primes. Et ce qui est intéressant, parce que j'en parlais avec l'interprète, elle me disait, le soldat terrassier là que tu vois là gagne plus que moi parce que la prime est donnée à la pénibilité du travail, tu vois. On estime que quand tu as un travail d'intellectuel, il est valorisant, tu n'as pas besoin d'être payé plus parce que tu as déjà des avantages parce que ce qu'est ton travail. Donc, j'ai pas vérifié totalement tout ça, mais je vois pas pourquoi elle me mentirait. Mais là, on est vraiment du socialisme de haute qualité, parce qu'elle me disait, le maçon, là, puisque c'est un peuple de bâtisseurs, ils montent des immeubles à la main. Ils montent des immeubles de 50 étages à la main, tu vois, c'est assez incroyable, tu vois, avec très peu de machines, tu vois. Elle me dit, lui, il est payé plus que moi parce que son travail est plus pénible. Mais d'un autre côté, elle me disait, vous pouvez pas comprendre, je peux même pas vous dire combien je gagne, etc., parce que chez nous, tout est gratuit et tout est basé sur ce à quoi tu as droit et quand tu y as droit, tu vois, il doit y avoir une espèce de planification. Alors j'ai posé la question, j'ai dit, les logements, il dit, les logements nous sont attribués en fonction de notre boulot, du lieu de travail, etc. Alors je dis, mais est-ce que vous pouvez choisir? Elle dit, on nous attribue un boulot et après il y a des bureaux par secteur et on peut demander à changer et après on nous interpole avec d'autres gens qui ont demandé à changer aussi, c'est-à-dire qu'il y a une souplesse, tu vois. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'en réalité, il y a eu 3 périodes dans ce pays qui correspondent aux 3 chefs d'État qui se sont succédés, qui sont de la même famille. C'est de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est une sorte de monarchie socialiste, tu vois, ça devrait intéresser les Maurassiens et les gens du cercle Proudhon, parce qu'on est vraiment là dans la gauche du travail, la droite des valeurs, et on peut vraiment dire, on est à la fois, tu sais, dans Proudhon et dans Maurras, tu vois ce que je veux dire, il y a ce côté-là, ce côté dynastie du pouvoir, et ce côté despote éclairé dont je parlais, tu vois, c'est-à-dire que pour eux, les Américains risquent pas de faire tomber le pays par les dissidents. Il n'y a pas de dissidents là-bas. Ça existe. C'est pas du tout la Pologne de Jaruzelski. Il n'y a pas de dissidents. Pour eux, pour le peuple nord-coréen, leurs dirigeants sont légitimes puisque le fondateur de la dynastie, c'est le héros qui a permis à la Corée d'exister. C'est-à-dire, c'est un super de Gaulle et qui après, comme dans une tradition, je dirais asiatique traditionnelle, a transmis sa légitimité à son fils puis à son petit-fils, tu vois. Donc il y a totale légitimité du pouvoir. C'est pas une dictature de ce point de vue-là, même si c'est un régime, on va dire, à la fois socialiste et autocratique. C'est vraiment que, tu vois, paradoxal et complexe. Et surtout, il y a
une harmonie entre un peuple qui aime son leader et le leader qui fait tout pour son peuple. Tu vois, ça c'est une évidence aussi que le mec c'est pas la famille Bongo. Il y a pas ils ont la tenue, tu sais, rigoureuse là de grise, tu sais. Alors évidemment ils doivent avoir sans doute une vie différente du commun des mortels, mais ils passent leur temps à vérifier, si tu veux, l'efficacité de la planification en se déplaçant sur les lieux de travail, en regardant l'avancement des travaux. Et chaque fois qu'on te présente un lieu, on te dit construit entre telle et telle date en tant de temps et visité combien de fois par le grand leader. Tu vois, ça veut dire le mec vient voir que c'est au niveau, tu vois, de ce qui a été prévu. Et il y a un respect total des dirigeants parce que ça fonctionne. C'est-à-dire que, je te dis, c'est l'idée de la verticalité du pouvoir et des élites légitimes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le type est effectivement un type respecté par son peuple parce qu'il a tout fait pour son peuple. Tu vois, il y a pas d'ambiguïté de ce point de vue-là. Tu peux essayer de glisser toute l'ironie, la perversité que tu veux là-dedans, ça passe pas. Tu vois, à aucun moment tu peux leur dire mais ça vous gêne pas que etc. Ils voient même pas de quoi tu parles. Tu vois, c'est comme ça. Donc je sais plus quelle était la question. Sur l'économie. Sur l'économie. Donc, j'ai demandé, alors, donc c'est économie planifiée socialiste, mais avec cette idée que tout ce qui est stratégique est gros et national, mais dans le petit, c'est aussi laissé il y a une forme de petite entreprise, même si la propriété des moyens de production, ça reste l'État, mais les restaurants sont gérés par le restaurateur, il y a des petits commerces, il y a des échoppes, et là ils ont compris justement l'échec cubain, par exemple, de l'économie intégralement sociale et planifiée où rien fonctionne. Il y a de la petite économie, on va dire semi-libre, tu vois, ce qui fait que ça fonctionne. Ce qui est génial dans leur idéologie du juche, c'est que c'est très pratique et pragmatique, sans doute à l'asiatique, c'est-à-dire que quand ça marche pas, ils changent. Et ils ont tenu compte, à mon avis, parce que même si le leader, on a l'impression chez nous que c'est une espèce d'autocrate, en réalité c'est un pouvoir collégial, tu sais, typique de techniciens, de pouvoir d'ingénieurs avec une tête symbolique, mais en fait c'est un pouvoir collégial. Ils réfléchissent, donc ils ont réfléchi à l'effondrement de l'URSS, qu'ont raté le virage de la société de loisirs et de consommation à la fin, on va dire à la fin des années 60, début 70, et qui ont rajouté de la propagande pour le masquer. Et ça a été le début de l'effondrement de l'URSS. Je rappelle que c'est dû essentiellement à la perversité des Américains et à la course à l'armement, puisque les Russes, pour pouvoir tenir tête aux Américains sur l'armement, mettaient 30% de leur budget dans l'armement, ce qui fait qu'ils ont raté le virage de la société de consommation et de la société de loisirs. Et après, il y a eu le rêve américain forcément avec la radio liberté pour le peuple, et on a compensé ça par de la propagande dure complètement débile. Les Nord-Coréens ont dû analyser ça et ils ont évité cet effondrement et cette erreur. Et puis aussi, ils ont vu la mutation chinoise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans on va dire, une économie socialiste de loisirs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a des équipements collectifs de sport et de loisirs à faire pâlir d'envie n'importe quel pays du monde. Très, très impressionnant, ouais. Et puis c'est d'une beauté. Et puis surtout, c'est construit, ils te disent, construit en 2011, en 2012, en 2013. En réalité, il y a la période du fondateur, si tu veux, de la République de Corée, où là, c'est une lutte d'émancipation militaire contre les Japonais puis contre les Américains. Donc on est dans l'héroïsme guerrier et la construction socialiste un peu qui peut correspondre au Mao après la Grande Marche, tu vois. Et puis après, ils arrivent à être un pays qui avait une puissance économique supérieure à la Corée du Sud, hein, si tu regardes les statistiques. Et après, ils se prennent dans la gueule. Ça correspond à ce qu'on vend, nous. Leur période spéciale, c'est l'effondrement du bloc soviétique en 90, où là, ils se retrouvent tout seuls. Et là, ils ont une crise terrible, famine et crise économique, parce qu'il faut qu'ils se repositionnent intégralement. Rappelle-toi Cuba, etc. Et là, c'est la période la plus dure pour eux, et c'est ce qu'on nous montre encore aujourd'hui chez eux. Et on dit c'est l'effondrement donc d'un régime qui ne marche pas, parce qu'évidemment, pas de libre entreprise, etc. Et cette période très dure qui correspond au deuxième leader, qui en plus était un peu malade, tu sais, on voit ses cheveux manquants. Et donc, on associe ce côté souffreteux du deuxième leader, alors que le premier est très opulent et très balèze. D'ailleurs, le troisième ressemble au grand-père, si tu comprends bien leur espèce d'image du chef un peu plus gros et un peu plus massif que le peuple, qui est effectivement sec, hein, il n'y a pas d'obèse. Parce qu'il y a aussi, à mon avis, l'idée du Bouddha, tu sais, le mec qui sourit avec un peu de ventre, tu vois. Chez eux, ça représente la bonhomie, l'opulence, l'autorité, tu vois, l'autorité légitime.
Et le troisième, donc le deuxième, s'est pris dans la gueule toute la crise la plus dure. Donc ils ont poussé le peuple, grâce à la solidarité, au nationalisme, à se, on va dire, serrer un peu la ceinture et retrousser leurs manches. Et ils se sont sortis de la crise par l'autonomie et l'autarcie intégrale, qui est leur doctrine. Autonomie, autarcie. Ils font tout eux-mêmes, tu vois. Des missiles au yaourt, etc. Hein. Et les standards sont un petit peu en dessous des nôtres au niveau, par exemple, du yaourt. Hein. C'est pas Danone, mais c'est pas de la merde. Tu peux tout acheter dans les magasins. Il y a des centres commerciaux, hein. Et c'est entièrement tous les rayons sont pleins. Ils font de l'alcool, des cigarettes. J'ai tout filmé, hein, parce que j'ai eu le droit de filmer. J'ai tout filmé. Hein. Et donc les prix sont déterminés par l'État, fixes. Les prix sont déterminés par l'État, effectivement, pour que les gens puissent consommer, bien sûr. Et il y a du petit commerce et de l'échoppe où là, à mon avis, les prix sont beaucoup plus libres. Mais et surtout, ce que je disais, c'est que le troisième leader, lui, à partir des années 2010, son message a été: on s'est serré la ceinture, on s'en est sorti. Maintenant, vous avez droit, vous, peuple nord-coréen, à la société de loisirs et de jouir un peu. Et là, il y a explosion, et c'est là où on ment, la propagande occidentale est totalement mensonge, d'équipements collectifs, donc de sport. Ils ont le palais du handball, le palais du taekwondo, de l'équitation, des centres d'équitation, et c'est flambant neuf et gigantesque, et c'est pour le peuple, hein, c'est pas pour les touristes, hein, parce que nous on a eu le droit d'accéder. Vous avez vu, j'ai pu tirer à la Kalachnikov au centre de tir, qui est le truc à la fois de loisirs et de l'armée, puisqu'en fait, tu sais, il couple très bien le loisir sportif et la préparation militaire pour faire un peuple. Là, je veux dire. Ça fascinerait certains Allemands qui ont pu survivre en Amérique latine, tu vois. Il favorise un peuple sain, sportif et qui est prêt pour l'armée en même temps, tu vois. L'union civico-militaire dont parlait Chavez. Oui, si Chavez avait les Nord-Coréens comme peuple, il s'en serait sorti. Je veux dire, ça serait... Il aurait retourné l'Amérique latine, tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment la notion d'élite légitime et de peuple. D'ailleurs, c'est pas pour rien, puisque les élites sont issues du peuple. Le peuple nord-coréen est un peuple, à mon avis, qui a de très grandes qualités, peuple industrieux, discipliné, où le nous a une valeur fondamentale. Ça aussi, pourquoi le socialisme peut marcher là-bas? Parce que le nous est supérieur au je. Nous, depuis Descartes et le cogito ergo sum, dès qu'on est là, c'est moi je le ferai pas puisqu'on me dit de le faire, et je suis plus malin qu'eux. J'en discutais avec mon commissaire politique, il me disait qu'eux, ils avaient des logiques de purge à certains moments, ils ont été obligés de purger, parce qu'ils ont eu des collabos avec les Japonais, des collabos avec les Américains, ils le reconnaissent, hein. Ils ont purgé. Ah oui, j'ai pas fini, donc, sur le social. Ils ont une semaine de 44 heures de travail, c'est-à-dire 8 heures par jour, et ils travaillent 5 jours et le samedi matin. Mais ils ont beaucoup de jours fériés, comme nous les jours saints, tu sais, de l'ancien calendrier chrétien, qu'on nous enlèvera d'ailleurs de plus en plus grâce à la laïcité et à Mélenchon. Eux, ils ont des tas de jours fériés qui sont les jours héroïques, tu sais, parce qu'ils n'arrêtent pas de célébrer de l'héroïsme national, tu vois. Donc ils ont une semaine de 44 heures, c'est-à-dire le samedi matin en plus de nous, beaucoup de jours fériés et 15 jours de congés payés par an. Les hommes prennent leur retraite à 60 ans et les femmes à 55 ans. Tu vois, donc déjà, de point de vue... les femmes, quand elles accouchent, ont droit à 8 mois de congé maternité. Tu vois, ça c'est faire de la sociologie, c'est pas faire de la propagande, tu vois. Et les femmes peuvent être soit... au travail, soit être mère au foyer, et ils ont une politique de natalité, parce qu'ils voudraient être un peu plus nombreux, ils sont de 25 millions, hein, face à 1,3 milliard de Chinois, ils sont 25 millions, c'est un petit peuple. Et donc, ils favorisent la natalité, et donc, ils favorisent beaucoup la différence des sexes, la mère, et c'est pour ça aussi qu'ils ont une mode féminine très attrayante, à mon avis. Ils favorisent le couple et la procréation, tu vois, c'est pas du tout le côté anti-sexe des pays de l'Est qu'on voyait, tu sais, avec la femme qui conduit un tracteur avec la moitié de la barbe, une dent en or sur le devant et jamais maquillée. Les femmes sont maquillées, pas comme des putains, elles sont très mignonnes, tu vois. Et comment les Nord-Coréens se rencontrent-ils, hommes et femmes? Eh ben, ils ont à mon avis, moi j'ai pas pu en une semaine creuser ça, mais ils ont une pratique, si tu veux, associative généralisée, tu sais, club de sport, club de citoyens, ils sont tout le temps ensemble. En fait, ils vivent en famille, donc ils ont ce moment où ils sont en famille. Et puis après, dès qu'ils sont dans la vie sociale, ils sont en groupe, tu vois. C'est-à-dire et en groupe joyeux. Par exemple, à un moment donné, je suis allé à la montagne.
visiter les temples bouddhistes et on a déjeuné au bord d'une cascade, tu vois. C'est très joli parce que c'est un pays merveilleux d'un point de vue la campagne. La Corée du Nord est un pays magnifique d'un point de vue de, tu sais, c'est des tas de petites montagnes avec de la verdure, des arbres. Enfin, c'est très très beau. Et alors nous on va pique-niquer, donc il y avait déjà des familles et des groupes qui pique-niquaient. Donc ils sont habillés normalement, joyeux, ils pique-niquent, ils font des barbecues coréens sur les rochers, etc. Toi, il y a pas, je te dis, pas de flics, pas de surveillance. On est vraiment dans une société d'autodiscipline cool, tu vois. Et nous, on vient s'installer, donc ils voient deux occidentaux avec un guide, donc ils voient très bien qu'on est des invités du régime. Alors au début, ils se tiennent un peu mieux, tu sais, parce que pareil, on se tient bien devant des étrangers. Et puis à un moment donné, on leur fait des petits signes, on boit de la bière parce qu'ils font de la bière, pas mauvaise, coréenne. Ils font aussi un truc qui est pas mal, c'est du cidre de poire, très bon. Alors on trinque, tu vois, on voit les jeux pour les détendre. On prend la bouteille de bière, on leur fait un signe et on boit. Donc ils prennent leur bouteille, ils se mettent à boire. 10 minutes après, ils se jettent tous plus ou moins dans la cascade, ils se balancent de la flotte. Toi, ça piaille dans tous les sens et ils nous invitent à aller nous baigner avec eux. Bon, moi, j'avais pas envie d'aller me baigner parce que j'ai pas de serviette et tout ça. Mais tu vois, il y a ce côté peuple joyeux, et je te dis, ça me rappelle les années 60, tu vois, chez nous, il n'y a pas c'est un peuple, on va dire, qui est dans une certaine... c'est un peuple vertueux, et je dirais qu'on pourrait qualifier peut-être par rapport à nous de naïfs, au sens où ils sont pas dégénérés, et qui sont profondément gentils. Et c'est hyper agréable, tu vois, hyper reposant. Alors évidemment, un connard de pervers intellectuel français dégénéré te dirait que c'est de l'endoctrinement, tu vois, et analyserait ça. Ça m'a fait beaucoup penser à Jean-Jacques Rousseau, tu vois, le rapport à la campagne de Jean-Jacques Rousseau et le rapport à la vertu de Jean-Jacques Rousseau. Je pense que c'est un pays qui a réussi cette vertu à la Rousseau, qui, rappelle-toi, donne chez Robespierre cette idée de l'être suprême, c'est-à-dire il y a une acceptation de l'âme, mais on se méfie de la religion. Il y a cette dimension-là chez eux, cette dimension de l'âme, mais pas de la, comment dirais-je, de la fourberie religieuse, là, qui fait d'ailleurs que j'ai beaucoup plus de respect pour un régime comme ça que pour des régimes, je te dis, pseudo-musulmans, ou même chez nous, les cathotrades, qui souvent passent leur temps à te reprocher des choses au nom d'une doctrine, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la générosité et la bonté du Christ. Toi, j'ai vu beaucoup plus d'âmes là-bas que chez nous. Et d'ailleurs, dans cette idéologie du nous qu'ils ont, de mettre le nous au-dessus du jeu, et dans leur héroïsme national, puisqu'ils ont le culte des héros, ça te fait plus... C'est une société qui me semble beaucoup plus proche, tu veux, de l'idéal chrétien que ce qu'on vit nous, bien évidemment, mais même ce que vit soi-disant, ce que nous propose l'Église, tu vois, actuelle, ou même l'Église tout court, où on est en permanence en train de te reprendre sur des questions de doctrine et te soupçonner tu vois ce que je veux dire? C'est une société vertueuse, c'est évident. Et c'est pour ça, je pense qu'ils ont peur et qu'ils se méfient de la corruption occidentale. Et c'est pour ça, je pense que notre société à nous, notre société satanique, veut absolument les détruire. C'est très agaçant pour Satan de voir qu'il y a un peuple vertueux qui arrive à survivre sur Terre, et on veut les détruire pour ça, c'est évident. Et les détruire par quoi? Par la banque, par Wall Street, et tous les salopards qui sont derrière, qui sont ceux qui nous oppriment. Et quand je suis rentré, qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule immédiatement? Notre président Macron, et qui était là en train de nous humilier, c'est-à-dire non pas valoriser le peuple français et son histoire, mais nous humilier avec le Veldiv, tu vois. On est dans le monde inverse, tu vois. Nous, on a à notre tête des satanistes pervers qui veulent nous détruire en tant que nation, en tant que peuple, et nous pousser à la dépression et je dirais à l'autoflagellation. Et les Nord-Coréens, c'est exactement l'inverse. C'est un peuple fier, humble, respectueux, respectable, et qui sont fiers d'être une nation, et qui respectent leurs héros, et qui ont un sens du nous supérieur au jeu, quoi, tu vois. C'est-à-dire, c'est non seulement, je dirais, on n'a aucune leçon à donner aux Coréens, mais on a toutes les leçons à recevoir des Coréens. Et quand je pense que des enculés, je pense à des journalistes de Libération ou à un certain prêtre catholique là sur KTO qui se permettent de dégueuler sur la Corée du Nord et de mentir, parce qu'ils mentent. Je veux dire, ils vont là-bas, ils voient très bien ce que j'ai vu moi, même s'ils sont pas obligés de l'interpréter comme je l'interprète. Ils reviennent et ils mentent, tu vois, en prétendant que c'est un régime policier de goulag où les gens mangent mangent des crottes, etc. Ce sont des menteurs et des salopards, tu vois. D'ailleurs, petite anecdote, ce qui leur a fait beaucoup de tort récemment, c'est l'histoire de ce jeune touriste américain, tu sais, qui est mort parce qu'il
qu'il avait soi-disant piqué une affiche de propagande, il s'était fait choper à la douane, ils lui ont filé 15 ans de camp et il est mort des mauvais traitements et des privations. Comme Gilad Atzmon l'a déjà fait remarquer, puis après avec eux je leur en ai parlé. Alors moi je leur ai dit vous auriez dû le libérer parce que c'est très mauvais comme publicité. Mais le problème c'est qu'il n'a pas volé une affiche de propagande, il a volé, tu sais, un des portraits des fondateurs qui sont des icônes intouchables. Tu sais que quand tu arrives devant les photos ou les statues, parce qu'il y a partout des statues en cire ou en plâtre, des leaders, des deux grands leaders, normalement tu les salues, tu sais, et tu dois les saluer, tu dois pas mettre tes mains derrière ton dos. Moi j'ai souvent les mains derrière le dos, ce qui est chez nous est une position très correcte, mais chez eux il faut que tu présentes tu dois pas cacher tes mains, donc ils te demandent, ils te font un petit signe, tu remets tes mains devant, tu vois. Donc il y a des symboliques. En fait, il y a une sacralité, si tu veux, des leaders qui est religieuse, hein, pratiquement. C'est comme ça. Ça a beaucoup à voir avec la tradition. Hein. C'était comme ça dans le monde entier pendant des dizaines et de milliers d'années. En réalité, c'est plus comme ça chez nous depuis 250 ans, et on devrait se poser les questions parce que ça va pas si bien que ça. Donc ce jeune Américain avait volé en réalité un des portraits, tu sais, accroché au mur d'un des leaders. C'est comme s'il avait volé une icône, tu sais, dans une église orthodoxe ou un Christ à Notre-Dame de Paris, tu vois. Et il s'est fait choper à la douane. Alors c'était pas un jeune Américain qui avait piqué une affiche de propagande. C'est un jeune Américain qui est juif, qui est un militant sioniste et qui avait volé un truc dont tu as bien compris quand tu es en Corée que c'est le seul truc strictement sur lequel il ne faut pas plaisanter. Et il avait été payé par des organisations américaines pour le faire. On lui avait promis $200 000. Tout ça, je l'ai vérifié. Hein. Et effectivement, il a pris 15 ans de condamnation là-bas. Ils l'ont relâché au bout d'1 an, mais il n'a pas supporté sa détention. Ils m'ont dit qu'il était tombé en dépression. Et il est mort aux États-Unis. Il est mort après, mais il est mort là-bas. Donc ça fait une énorme propagande actuellement. Mais comme par hasard, c'était typiquement un fouteur de merde, dont je te rappelle que ces fouteurs de merde parfaitement identifiés sur le plan communautaire sont derrière à peu près toutes les chaos que tu peux voir depuis l'attentat de Sarajevo jusqu'au groupe Manoukian, etc. Hein. C'est toujours les mêmes qui foutent la merde, tu vois, parfaitement identifiables, tu vois. Et ça aussi, tu vois, mensonge de propagande aussi là-dessus. Et alors, je vais vous demander quelle place occupent les écrans dans la vie nord-coréenne. Alors, ils ont des télés partout, mais par contre, ils regardent les chaînes nord-coréennes. Alors, il y a la chaîne principale et ils ont 2-3 autres chaînes depuis, parce que je te dis, depuis le nouveau leader et depuis 2011, ils ont accès il a été mis en place de manière planifiée et assez rapide une société de loisirs. Donc, ils ont plusieurs chaînes. Alors, par contre, les émissions de télé, c'est hallucinant par rapport à nous, hein, parce que tu vois des shows télévisés où tu as 50 militaires hommes en uniforme en train de jouer avec des instruments classiques, et puis devant sur un plateau genre Drucker, un groupe de femmes habillées assez sexy, mais quand même sexy mais pas vulgaire, en train de jouer avec des guitares électriques et de la batterie. C'est la même musique, mais tu vois, et là derrière dans le décor deux missiles, tu vois, et tu vois, et ça chante, tu vois, et puis en même temps t'as les images derrière des grands leaders qui passent et de la bataille de Corée, tu vois. C'est là on est dans le bon là-dessus, je pense que ça nous suffirait pas nous comme spectacle, mais eux ils bouffent de ça, quoi. Il n'y a pas de au niveau télé, c'est assez quand même systématiquement film historique, film de guerre sur leur héroïsme. Tu vois, ils en bouffent en permanence, mais je pense que effectivement c'est comme ça que le peuple est très soudé et très costaud par rapport à la corruption mondialiste, hein, tu sais, qui est un organisme qui résisterait à des virus hyper violents qu'on leur balance de partout, tu vois. Ils sont quand même éduqués par la télé en permanence. Ils bouffent du spectacle d'héroïsme et de nationalisme, de militarisme, etc. Mais du militarisme avec de la guitare électrique, de la batterie et de la gonzesse. Alors ils leur font des très jolies tenues, tu vois. Tu vois des filles habillées en aviatrice, tu vois. Mais elles ont un petit blouson, c'est hyper bien fait et c'est très sexy, tu vois. Oui, alors sur le plan de la technologie, on a parlé de la télé. Les Nord-Coréens fabriquent un iPhone, tu sais, des tablettes comme les nôtres. Je les ai regardés, on les a filmés aussi. Ils fabriquent ça. Alors ils sont en intranet et en système fermé. Et leurs téléphones sont exactement du même niveau que les nôtres, avec des jeux. Tu vois, c'est même les mêmes icônes. Hein, ils ont repris les mêmes icônes. Et tout le monde en a.
C'est-à-dire que tu vois le Coréen de base habillé en uniforme qui marche dans la rue, il sort son téléphone de sa poche et il appelle, tu vois. Ils ont accès à la technologie moderne par un système sans doute socialiste d'attribution, de distribution et même de primes peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses sous forme de primes. Ils en ont peut-être droit à un plus beau ou à un deuxième s'ils ont fait telle et telle chose pour la nation et la République. Et j'ai pas parlé aussi par exemple, j'ai visité un hôpital pédiatrique. Alors pareil, construit en 2012-2013, donc ils construisent des équipements en ce moment. C'est le plus bel hôpital pour enfants que j'ai vu de ma vie. Je sais pas si tu as vu les images. J'ai vu, oui. Ouais, il y a des couleurs, tu sais, c'est fait pour les enfants. C'est de très haut niveau. Il y a des machines Siemens d'ailleurs, de radiologie et d'IRM. Hein. Ils ont des gros problèmes pour les acheter parce qu'ils sont obligés de contourner les embargos et ça leur coûte très cher. Donc ils ont des problèmes pour se fournir des médicaments et des matériaux pour faire les médicaments. Mais l'hôpital pédiatrique de Pyongyang, là, c'est un modèle pour nous. Hein. C'est magnifique. Et j'ai été aussi à la piscine municipale, là, qui est une espèce de aquaboulevard géant, à nager. Et là aussi, il faudra qu'on monte les images à un moment donné. Là, on est dans la radio. Et on n'a pas ça chez nous. Hein. C'est incroyable. Et alors, pour les gens qui me diraient que c'est de la propagande et que c'est des figurants, tu vois un énorme centre de loisirs aquatiques avec des équipements dans tous les sens et des gosses et des adultes qui jouent dans tous les sens en rigolant et ils sont plusieurs milliers, tu vois. Et avec des maîtres nageurs, c'est des femmes en uniforme qui donnent des coups de sifflet de temps en temps. Parce qu'il y a quand même le côté discipline, tu sais, quand les mecs font trop de bombes à eau, là, de plongeon et de foutre trop le bordel, il y a un coup de sifflet, tu sais, pour les calmer un peu. Et là, dès que ça siffle, ça se calme, tu vois. Il y a le côté joueur, mais bien élevé. Et je suis allé nager, moi, au milieu des mecs qui me regardaient en rigolant, parce qu'en plus, ils nagent très mal, parce qu'ils n'ont pas la culture de la natation, tu sais. Et donc, je nageais un peu mieux qu'eux, tu vois. Donc, ils étaient en train de me regarder, ils voyaient un grand mec tout blanc avec un maillot de bain rouge. Eux, on leur prête, tu sais, on leur file les maillots de bain. T'arrives, ils te donnent ton équipement, tu sais, et puis t'as des, je sais pas comment on dit, des casiers avec une clé électronique. Attention, clé électronique. Hein. Au niveau des équipements sportifs, c'est très au-dessus de ce qu'on a nous. Hein. C'est plus beau, plus grand, plus moderne. Tu vois. Et tout ça, ils te disent le grand leader a fait construire ça entre 2011 et 2013 et il est venu 4 fois. Tu vois. Parce qu'à chaque fois, il te dit le nombre de fois qu'il est venu. Et ça. Je pense qu'on fera un montage des images qu'on a ramenées. Le pays est en plein développement en réalité et c'est un pays socialiste et national qui est en train d'accéder, après une période, je dirais, de serrage de ceinture et de souffrance, à une société de loisirs, mais une société de loisirs socialiste, hein, et une société, on va dire, de consommation relative, puisqu'il y a du centre commercial et une grande diversité de produits. Mais tout ça, je dirais, en évitant de sombrer dans la dégénérescence et la décadence, ce qui est sans doute leur enjeu de demain. C'est pour ça que j'ai discuté avec mon commissaire politique. Ils aimeraient s'ouvrir au tourisme pour faire entrer des devises et aussi pour contrecarrer la propagande. Parce que j'ai dit, si vous faites venir des touristes qui communiqueront sur les réseaux sociaux, ils vont dire que c'est sympa. On peut pas le cacher, tu vois. On peut pas. C'est évidemment un pays sympa avec des gens sympas, des équipements où il n'y a pas de misère et de famine. Ça peut pas être que de la propagande. Et moi, ils m'ont pas fabriqué un village Potemkin qui se déplace au fur et à mesure sur 185 km avec parfois 5000 figurants. C'est pas possible. Je ne suis qu'Alain Soral. Donc moi, je leur dis, faites venir des touristes, mais bien choisis, et ils réagiront sur les réseaux sociaux. Vous rentrerez des devises et ça fera de la contre-propagande par rapport aux saloperies que racontent les journalistes qui racontent d'ailleurs sur eux ce qu'ils racontent sur moi et Dieudonné. Hein. C'est le même mensonge, les mêmes salopards derrière. Et ils en sont d'accord, mais le problème de la quadrature du cercle, c'est comment faire rentrer et faire bouger un peu librement des touristes occidentaux sans contaminer leur population saine. Parce que nous sommes des grands malades. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le vrai problème. Tu vois, nous sommes des sidaïques sociaux par rapport à eux, tu vois. Et je crois que c'est ça la question qui se pose. Ils sont en train de donner la société de loisirs à leur peuple comme récompense effectivement de leur travail par rapport à la période de crise dont ils sont sortis totalement. J'insiste bien. Ils voudraient s'ouvrir un peu au tourisme étranger, mais effectivement, ça pose le problème de la corruption. Là, on est sur à quoi a servi mai 68 chez nous, tu vois. Le danger du libéralisme libertaire par rapport
rapport au national-socialisme, quoi, tu vois. En fait, c'est les deux idéologies en lutte frontale. L'idéologie, je dirais, positive, qui est le national-socialisme, et puis l'idéologie satanique et horrible, qui est le libéralisme libertaire. Et est-ce qu'on leur parle de l'extérieur ? Et comment vivent-ils les tensions actuelles avec les États-Unis, d'ailleurs ? C'est difficile à dire, parce que chaque fois que j'ai parlé, tu vois, avec la guide et le commissaire politique, là, j'ai essayé de leur dire combien il y a de gens. Alors, j'aurais dit déjà combien il y a de gens en prison chez vous. Parce que, évidemment, moi, ça m'intéresse, tout ça, je me doute. Alors, quand je leur dis il y a forcément des voleurs et des prisonniers chez vous, la réponse que me fait l'interprète, qui était très intelligente et très formée politiquement, elle me dit c'est pas Utopia chez nous, tu vois, ils te mentent pas. Ils te disent on n'a pas de prison chez nous, on a ce qu'on appelle des centres de rééducation. Et ils te disent les mauvais citoyens, les voleurs, il me dit les problèmes, c'est souvent l'escroquerie et le vol, tu sais, un type qui en arnaque un autre, tu vois, ou qui en vole un autre. Ils ont des centres de rééducation. Alors évidemment, j'ai demandé combien il y a de gens en centre de rééducation par rapport à la population globale, parce que ce qui est intéressant quand on veut pas faire de la propagande mais de la sociologie, c'est de dire combien il y a de gens en tôle, même si c'est des centres de rééducation, par rapport à la population globale. On sait qu'aux États-Unis, il y a 8 fois plus de mecs en tôle proportionnellement à la population que chez nous, par exemple, tu vois. C'est-à-dire que le pays où il y a le plus de mecs en tôle, c'est aux États-Unis, et c'est à 80% des Noirs, tu vois, hein, c'est-à-dire l'ethnie défavorisée ou qui a du mal à se favoriser elle-même, on ne sait pas trop, c'est sans doute les deux. Donc ça, j'ai pas réussi à avoir les chiffres, ils veulent pas les donner, tu vois, ils sont un peu gênés parce qu'ils ont peur qu'on utilise contre eux cette propagande, parce qu'ils sont quand même dans la paranoïa de la propagande négative, tu vois. Mais moi, c'est vrai que si j'arrive à créer un peu plus de confiance, j'aimerais avoir les chiffres. Et par exemple, en me baladant partout, non seulement j'ai pas vu de commissariat de police, j'ai pas vu de bagnole de flics, mais j'ai fait 185 km dans la campagne, en bagnole, tu vois, et je n'ai pas vu, j'ai vu des militaires, effectivement, qui bossent d'ailleurs souvent, je n'ai pas vu de quelque chose qui ressemble à un centre de détention, par exemple, tu vois. Il n'y a pas toutes les 5 minutes, comme en Algérie, une caserne. En Algérie, tu as une mosquée, une caserne, et dans les casernes, les mecs foutent rien, tu vois. Et tu leur dis à quoi sert l'armée algérienne, on te dit, les mecs, ils te disent à surveiller le peuple algérien. Hein, des fois, qui voudraient à un moment donné passer réellement au socialisme ou récupérer réellement le pognon de la rente gazière et pétrolière, partagée, je le rappelle, par l'oligarchie militaire algérienne avec le grand capital français sur des comptes en Suisse. Hein. Je veux dire, si tu veux faire honte au socialisme algérien, tu les amènes en Corée du Nord. Hein. Là, c'est là où Ouria Boutelja, elle pourrait apprendre à fermer sa gueule, par exemple, tu vois. Alors, ils savent que l'Amérique leur est hostile et qu'ils sont sous embargo. Et ils savaient avant des rapports avec tous les pays de l'Est et les pays africains. En fait, j'ai visité ce qu'on appelle le musée de l'amitié, qui est le musée de tous les cadeaux qu'ont fait les chefs d'État étrangers aux grands leaders, tu sais. Et c'est pareil, un truc gigantesque. T'arrives, c'est une pagode de type traditionnel coréenne, mais tu remarques qu'elle n'est pas en bois, mais en matériaux durs. Ils travaillent ils ont beaucoup de rochers chez eux, tu sais, de montagne. Donc ils travaillent le granit et ils travaillent le plâtre, tu vois. Il y a beaucoup de choses en granit, tu sais, côté stalinien qui est pas mal. Donc tu vois cette pagode qui est déjà gigantesque. Après tu rentres dedans. Et là, tu comprends un truc, c'est que ce que tu vois déjà de gigantesque, c'est la partie extérieure. Mais comme c'est un peuple ils ont gagné leur guerre contre les Américains par les tunnels, tu sais, parce que c'est un peuple de montagne avec des tunnels dans la roche. Et c'est des spécialistes de creuser dans la roche. Et là, tu découvres que leur musée de l'amitié, à 90%, il est dans la montagne. Tu sais, il pénètre dans la montagne. Et t'arrives, t'as un énorme couloir monumental de 300 mètres de long, avec des portes tout le long qui sont toutes les salles des différents pays qui ont fait des cadeaux. Il faut 3 jours pour le visiter. Moi, je suis resté 3 heures. Donc, j'ai demandé à voir les salles de l'Europe, etc. Et là, tu découvres que, notamment avant l'effondrement de l'URSS, ils collaboraient avec tous les pays socialistes, plus tous les pays de l'Afrique postcoloniale, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier que la Corée du Nord, je vais le faire remarquer, ne reconnaît pas l'État d'Israël, a une ambassade de Palestine. Hein, c'est déjà un pays qui force le respect pour ça. Et ils ont entretenu des rapports avec tous les pays de l'Est. J'ai pu voir la voiture blindée de 8 tonnes offerte par Joseph Staline au grand leader. Magnifique, j'ai pas eu le droit de la prendre en photo. C'est mon rêve. Mon rêve, c'est ça, c'était de monter dedans et de faire un tour. Une énorme bagnole noire, immense, entièrement blindée. 8 cm de blindage sur les vitres, enfin tu vois, d'un truc offert par Joseph Staline. T'as le portrait de Staline, la bagnole, et offert par
par Staline au grand leader pendant sa période de lutte contre les Américains. Voilà. Et donc là, tu découvres effectivement tu vois des cadeaux de Mitterrand. Mitterrand a fait plusieurs cadeaux au grand leader. Donc tu vois quand même qu'il y a aussi Doumer, tu sais, le milliardaire rouge, qui a offert des tas de trucs parce qu'il devait faire du commerce céréalier avec eux. En fait, c'est un pays qui échangeait avec tous les pays de l'Est avant et les pays africains post-coloniaux. Ils ont perdu 90% de leurs échanges avec l'effondrement du bloc soviétique et l'interdiction par l'OTAN à ces pays devenus libéraux et soi-disant libres, de commercer avec eux. Donc ils commercent encore beaucoup avec les pays d'Afrique. Ils échangent, par exemple, ils aident la Syrie et tu vois qu'il y a des échanges. Effectivement, encore avec les pays d'Afrique qui doivent être encore plus ou moins socialistes, tu vois. Mais effectivement, et puis la Chine, ils échangent avec la Chine. Ils se méfient un peu parce qu'ils ont peur d'être tutélisés par la Chine, donc ils échangent. Mais leur vrai souci numéro un, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie. Donc ils sont pas totalement isolés du monde. En fait, ils sont isolés du monde occidental qui est le nôtre. Mais effectivement, nous, on se pose pas la question de l'Afrique, on se pose pas la question de la Chine. Sans doute, ils ont des échanges avec le Vietnam, puisque le Vietnam est encore officiellement communiste. Donc, ils ont effectivement des échanges restreints par l'embargo, tu vois, parce que finalement, les Américains et ceux qui contrôlent l'Amérique, qui ne sont pas d'ailleurs les Américains, Trump a pu le vérifier, interdisent en fait au monde sous leur contrôle. On a pu le vérifier avec les commémorations récentes qu'on a subies. Parce que eux, au Panthéon, ils ont leur grand héros militaire et patriote. Ils n'ont pas Simone Veil, ils n'ont pas une avorteuse, tu vois, ni Jean Zay, tu vois. Ils sont interdits d'échange, en fait, par nos maîtres, quoi, tu vois, c'est tout, qui veulent effectivement détruire ce peuple vertueux, qui les ignore totalement, tu vois, parce que eux, effectivement, ça n'existe pas pour eux, tout ça. Je leur ai parlé de la LICRA, chez eux, il n'y a pas de racisme, puisqu'il y a une unité ethnique évidente, donc il n'y a pas d'antiracisme, donc il n'y a pas de LICRA, il n'y a pas de DILCRA, il n'y a pas de droits de l'homme. Quand je leur parle des droits de l'homme, ils éclatent de rire. Il fait embargo sur les médicaments pour tuer les enfants, compatible avec les droits de l'homme. Alors là, j'ai dit oui, on est d'accord, droits de l'homme. Ils ont compris ce que c'était comme escroquerie. Voilà. Shoah, j'ai même pas osé aborder le sujet. Eux, ils se sont suivis. Tu vois, avec ce qu'ils ont pris avec les Japonais et les Américains, je pense qu'ils en auraient un peu rien à foutre. Tu vois. Et donc vous êtes sorti de Pyongyang et vous êtes allé à la campagne. Oui, je suis à la campagne parce que j'ai visité le plus grand temple bouddhiste, puisque en fait le régime nord-coréen, qui est un régime laïque, on va dire socialiste, respecte et entretient les temples bouddhistes. Donc pour aller voir ces temples bouddhistes, j'ai fait 185 km en petit autobus, et là tu es sur la route et tu regardes. Alors c'est un pays agricole en dehors des grandes villes, et c'est de l'agriculture à l'ancienne, puisque comme ils ont des problèmes d'approvisionnement en pétrole, ils ont arrêté, si tu veux, la mécanisation avec des machines, qui effectivement a été un des grands problèmes quand ils n'ont plus d'énergie. Donc ils sont revenus à une comment dirais-je, à une organisation agricole, tu sais, à échelle humaine, c'est-à-dire qu'il y a des bœufs et ils travaillent à la main. Donc l'avantage, c'est que c'est très très beau. Alors il n'y a pas 1 mètre carré de terre cultivable qui ne soit pas cultivée. C'est pareil. Ils sont les Coréens ne meurent pas de faim. La famine, c'est fini. Ça, c'était les années 2000. On est en 2000, fin 80, 2000. On est en 2012. Ils se sont sortis de la crise. Donc c'est vert, c'est très beau. Il y a beaucoup de riz, tu vois. Tu vois des gens qui travaillent dans les champs par petits groupes. Et la campagne est très très belle. Voilà, je te dis, ça fait penser aux descriptions de Jean-Jacques Rousseau quand il marchait, tu sais, dans la France du XVIIIe siècle, tu vois. Et je te dis, ça comme douceur, parce que l'idée qui ressort de tout ça, c'est la douceur de vivre, harmonie, tu vois. Et la campagne est magnifique. Elle est travaillée entièrement avec, tu sais, comme il y a des tas de petites bosses, tu sais, c'est de la agriculture comment ça s'appelle, en escalier là, tu sais, quand en terrasse. En terrasse, voilà. Ouais, donc c'est très travaillé, à la main. Alors évidemment, tu vois des femmes qui travaillent dans les champs, alors tu sais, qui repiquent là le riz, donc elles sont accroupies. Alors évidemment, un con de touriste pourrait te dire oui, on a vu des pauvres accroupis dans les champs. Oui, bah ça s'appelle de l'agriculture traditionnelle, quoi. Il faudrait que les gens sortent un peu de chez eux et se cultivent. Et tout ça sympathique et souriant, tu vois.
et pas de, je te dis, jamais par exemple de police ou d'armée à la campagne, tu vois. J'ai pas vu des militaires surveiller des paysans. Il y a quelques postes, tu sais, des postes de contrôle de temps en temps pour vérifier les bagnoles, tu sais, peut-être quand tu changes de ce qu'on appelle de région, tu vois, t'as une guérite avec 3 mecs, tu vois, et tout ça est assez cool, tu vois. Donc c'est très beau, à l'ancienne, hein, ça fait penser aux années 60. La campagne fait penser à une campagne du 19e siècle. Tout le monde bosse à un rythme assez cool, quoi. Et l'idée, c'est harmonie, calme, sérénité, douceur. Enfin, tu vois, c'est tout ce dont personnellement je rêve. Hein. Je veux dire, quand j'ai passé cette semaine en Corée du Nord, je me sentais de mieux en mieux, je me sentais bien. Je suis arrivé, j'ai repris l'avion. Alors, par exemple, que j'avais fait remarquer à mon interprète et à mon commissaire politique que tous les douaniers au monde et le personnel, on va dire, de police des douanes étaient antipathiques. Et je leur ai dit, vous devriez faire un effort, parce que à la limite, sourire en contrôlant un passeport, c'est mieux. Et ça serait une leçon à donner, tu vois. Et en repartant, alors je ne vais pas dire que ça a fonctionné, en repartant, le type qui vérifie mon passeport me dit, comment avez-vous trouvé votre séjour, vous êtes content, tu vois, en anglais, hein, il me parlait en anglais, déjà, il parle bien les langues. Et puis, j'étais étonné, tu vois. Et je dis, oui, très bien, super, etc. Il était tout souriant, parce que dès que tu lui dis que la Corée c'est super, le mec est tout content de voir un occidental dire autre chose que des saloperies. Et puis après, le type qui fouille mes bagages, c'est excusé 3 fois de fouiller mes bagages, parce qu'il fouille quand même tes bagages. Hein. Il regarde que t'es pas piqué des trucs, ou que, enfin, il se méfie à mon avis de l'espionnage et tout ça. Donc je me dis, si réellement ils ont fait remonter l'information qu'il fallait être souriant et poli au niveau des douanes, ils sont balèzes, parce qu'effectivement, pourquoi ne pas être souriant et sympathique au niveau des services de douane, tu vois. Et là, ils auraient un petit plus, parce que je te dis, je n'ai connu que des douaniers antipathiques partout où j'ai mis les pieds. Hein. Je te dis, je n'ai jamais connu un pays où on t'accueille gentiment, tu vois. C'est toujours, on a toujours l'impression que t'es un chien. Tu vois, on te prend ton passeport, là, le mec te fait la gueule, il te dévisage brutalement. Et alors, je me dis, si jamais ils ont fait remonter l'info, ça veut dire, que je suis pris au sérieux. Tu vois, c'est-à-dire que peut-être que le grand leader était au courant que j'étais là et il se faisait rendre compte jour après jour de mon séjour. C'est possible, tu vois. Ça serait flatteur. Mais en tout cas, le bilan des courses, c'est que même au niveau, tu vois, des mecs en uniforme qui te contrôlent à la sortie, ils ont été plus sympas que les Chinois. Les Français ont été très sympas avec moi, mais c'est parce qu'ils me connaissent. Les 3/4 chaque fois que j'arrive à un aéroport à Paris, les services des douanes en général me font un petit signe qu'ils savent qui je suis. Je m'attendais à être débriefé en arrivant, hein, je te le dis. Hein. Comme j'avais annoncé partout que j'y allais et qu'en ce moment personne ne peut rentrer parce qu'il y a la menace américaine. Je m'attendais à être débriefé par la DGSE en rentrant. Visiblement, non, ils en ont rien à foutre, et tant mieux. Et arrivé à Roissy, d'ailleurs. J'ai trouvé qu'effectivement par rapport aux Chinois, par exemple, que la tenue de l'aéroport et de nos services administratifs était de meilleur niveau. La Chine, c'est quand même pas génial, hein, de ce point de vue-là. C'est le bordel. C'est l'aéroport central de Pékin est très très beau et très moderne, mais les Chinois, c'est le bordel, quoi. Hein. Je trouve que le peuple coréen a 10 niveaux au-dessus. Hein. Ils sont laids. T'as des gros, comme ils ont subi la déferlante occidentale, ils sont habillés comme des merdes. Tu sais, le Chinois qui croit qu'il est branché avec un anneau dans le nez, les cheveux violets, un short, du bide, parce qu'en Corée, j'ai pas vu un obèse, pas un tatoué. J'ai demandé, est-ce qu'il y a des tatouages chez vous? Non, j'ai demandé, mais c'est ce que c'est interdit. Alors, elle m'a dit, non, c'est pas interdit. Mais elle me dit, mais on n'est pas tatoué. Pourquoi on serait tatoué? Tu vois, ça veut rien dire. Pour eux, les tatoués, c'est les numéros des juifs à Auschwitz, quoi. Tu vois, c'est une punition, tu vois. Et en Chine, dès que je suis arrivé à l'aéroport de Pékin, je suis tombé en dépression. Là, je me suis pris dans la gueule toute la laideur occidentale. Gens mal élevés, pressés, stressés, gosses mal élevés qui hurlent. Pareil, les gosses coréens sont hyper bien élevés, souriants et mignons et gentils, comme tu sais des enfants suisses des années 60, quoi. Et là, je me suis repris toute notre merde dans la gueule, avec en plus avion annulé parce qu'il y avait des inondations. On a passé de je sais pas combien, pratiquement 12 heures dans l'aéroport à attendre. Je me suis dit putain, c'est tellement mieux la Corée du Nord, tu vois. Et j'avais plaisanté en disant que je voulais demander l'asile politique à la Corée du Nord. Je poursuis cette idée. Je vais essayer à un moment donné de rendre crédible cette idée pour les Nord-Coréens qui
qui m'octroie l'asile politique. Je pense que je peux même envisager à un moment donné d'aller finir mes jours en Corée du Nord. Et pour conclure, je dirais que on n'a non seulement aucune leçon à donner aux Nord-Coréens, que ce soit le régime, le peuple ou ses dirigeants, mais beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et je pense que ils ont réussi quelque chose qui mérite d'être étudié très sérieusement, je dirais sociologiquement. Je dirais, si je fais la synthèse globale, le plus beau pays que j'ai vu de ma vie. Voilà. Et j'ai 59 ans. Alain Soral, merci beaucoup. Oui, là je vous dis ce que j'ai pu, ce qui me vient à l'esprit de ce voyage d'une semaine. Sans doute il y avait d'autres choses à dire. Il y a des infos que j'ai pas encore. J'aimerais creuser, notamment ce qui m'intéresse, c'est sur la population carcérale, le taux de suicide. J'aimerais creuser encore ces données objectives, mais sur le ressenti, je peux pas me tromper. On me la fait pas. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai voyagé, j'ai vécu. Je sais ce que c'est que la propagande. Je sais ce que c'est que les pays de l'Est, etc. Il est évident que la Corée du Nord est un pays qui est respectable, qui mérite d'être respecté et qui est plutôt un modèle pour nous qu'un sujet de critique et de moquerie. Donc on attend le compte-rendu vidéo de ce voyage avec impatience. Oui, parce que là, j'ai pas pu montrer les images. Et vous verrez les images, je te les ai montrées un peu avant. C'est incroyable ce qu'on voit par rapport à ce qu'on nous raconte, quoi. Ouais, c'est très très beau. Oui, on mettra en lien au moment où cette émission va être mise en ligne. La seule agence de voyage française habilitée par le régime nord-coréen pour faciliter effectivement le tourisme, voilà, parce que maintenant que j'ai donné envie aux gens d'y aller, sans doute, et que j'incite les gens à aller voir par eux-mêmes, parce que limite ceux qui veulent pas me croire ou qui pensent que je mens, je dis, moi la meilleure réponse c'est aller voir par vous-même. On verra ce que vous raconterez en revenant. Pour ceux qui voudraient vérifier par eux-mêmes ce qu'est la Corée du Nord, la seule association habilitée par le régime s'appelle www.noco-redstar.com. Alors Noco avec un K, NOKO-redstar.com. Le lien se trouve sur le site d'Égalité et Réconciliation. Je rappelle également à nos auditeurs qu'ils peuvent vous suivre, Alain Soral, dans un nouveau format de vidéo intitulé Soral a presque toujours raison. Pour accéder à ces vidéos mensuelles, deux choix sont proposés, le financement participatif, c'est-à-dire une aide mensuelle, ou l'achat direct en VOD à 2 €. Toutes les infos se trouvent encore une fois sur la plateforme de financement participatif, elle-même accessible depuis le site www.e-r.fr sur la colonne de droite. Xavier, on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de l'heure la plus sombre. Bonnes vacances. Quant à nous, chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Philippe Guêpes. Son album Le Retour du Roi est disponible sur le site www.contreculture.com. Nous allons écouter le titre Nos âmes. Bonne écoute à tous et surtout, bonnes vacances à tous. Il est venu me dire qu'il s'en allait, comme dit si bien Céline au mois de mai. Les âmes ont perdu la raison, et Dieu est en réparation. Oh, et sans aucun remords, aucun regret. Il est venu me dire qu'il s'en allait. Les beaux discours, les belles voix n'y feront rien, lui, il s'en va. Tant de nuages dans nos yeux, tant de mensonges et tant d'enjeux, que les âmes s'empressent à faire le vide au cœur de la vie. S'envolent avec lui.
sans aucun remords, aucun regret, qu'il est venu me dire qu'il s'en allait. Comme les étoiles dans le ciel, si rien ne dure, tout est éternel. Oh, oh. Tous les oiseaux sur son passage l'ont salué. Tous les bateaux, les paysages l'ont salué. Et lorsqu'il se tiendra devant toi, ne frémis pas, non, ne frémis pas. Tant de nuages dans nos yeux, tant de mensonges et tant d'enjeux, que les âmes s'empressent de faire le vide au cœur de la vie, s'envolent avec lui. Il te dira sur les flots bleus, faisons donc quelques pas, marchons un peu. Il te dira sur les flots bleus, faisons donc quelques pas, marchons un peu. Il te dira sur les flots bleus, faisons donc quelques pas, marchons un peu. Il te dira sur les flots bleus.